Alors, c'est quoi une bonne personne? Salvatore semble tarder à y répondre dans son livre. Ça peut être énervant de se demander au chapitre 7, bon, ok, la belle vie, c'est une affaire de relations réciproques, authentiques, amour, amitié, ok, on le comprend. Bon, alors, chapitre 5, il nous donne des contre-exemples. 6, il nous dit qu'on est tous des égoïstes et que la plupart d'entre nous, nous sommes des imbéciles. Et là, on peut commencer à trouver ça énervant, ce livre, hein, qui semble aussi répéter beaucoup les mêmes choses tout le temps. En fait, c'est très stratégique et pédagogique, parce que oui, il répète, mais c'est, comme je le dis souvent, pour aller toujours plus loin en spirale, plus haut. Ça culmine, ça veut dire que le plus haut, c'est au chapitre 7. Je pense que le cœur du livre est là, l'éthique, c'est-à-dire la bonne manière de vivre en tant qu'être humain. C'est une réflexion là-dessus, hein, sur comment bien vivre la vie humaine, la vie d'être libre, du moins, je rappelle, partiellement libre. Il y a une certaine manière de vivre et c'est ça l'éthique. Être humain, ça peut pas être seul sur une île déserte comme Robinson Crusoe, naufragé européen, qui passe plusieurs semaines, plusieurs mois seul sur l'île, devient presque une bête jusqu'à ce que vendredi débarque sur l'île. Donc un humain, mais un humain d'une culture radicalement différente. Et là, ce que Salvatore nous fait remarquer par ces plusieurs pages sur cette histoire, c'est que Robinson redevient humain lorsqu'il se met à avoir des considérations humaines. Il sort de l'état de bête et redevient humain quand il doit considérer Vendredi, qui ne parle ni sa langue, qui ne possède ni ses repères culturels, il doit le considérer comme un humain qui a une vision morale de la vie, qui peut faire des jugements, et les choses sont bonnes, les choses sont mauvaises, qui peut être mon allié, qui peut être mon ennemi, avec qui je peux communiquer, avec qui je peux m'entendre, même si je ne parle pas la même langue. Et donc, je peux rentrer en relation avec cette personne. Il y a certaines manières qui sont meilleures que d'autres. Ensuite, dans le livre, au chapitre 7, l'empereur Marc Aurèle, un grand philosophe stoïcien, vise surtout à nous rappeler que peu importe qui vous avez devant vous, même le pire des criminels reste un humain qui mérite d'être traité en humain. Même le pire des pédophiles mérite qu'on le traite en humain. Et ça, c'est une grande exigence. En le traitant comme un humain, d'abord, je préserve mon humanité. Je me préserve. Parce que l'humanité, mon humanité, c'est quelque chose que je crée en la donnant, en, en l'offrant aux autres. On pourrait dire c'est inter-être. Hein? C'est pas que je suis humain, j'inter-suis. C'est bizarre hein, comme verbe, mais c'est l'idée. Et ça rejoint beaucoup la philosophie bouddhiste, par ailleurs, qui met beaucoup l'accent sur l'interconnexion. On n'est pas des petits êtres indépendants, non. On est interconnectés à tout, hein, selon les bouddhistes. Mais ici, du moins en tant qu'être humain, selon Marc Aurèle et beaucoup d'autres philosophes d'Antiquité qui inspirent beaucoup Fernando Savater. Donc, être humain, c'est être en relation, c'est inter-être. Et donc, ces gens qui commettent des crimes méritent qu'on les juge en humain et non en bête ou en démon ou en quoi que ce soit. Je dois me mettre à leur place. C'est ça, en fait. Hein? C'est là qu'on arrive, qu'on culmine. Euh, Comment, au fond, bien vivre avec d'autres humains? C'est se mettre à leur place. C'est faire preuve d'empathie, de compassion. L'empathie, c'est de ressentir ce que l'autre ressent. C'est de pouvoir se mettre dans sa tête, dans sa peau. La compassion, c'est, disons, une étape de plus. C'est non seulement de ressentir, mais c'est de vouloir soulager, c'est de vouloir aider. Hein? On peut passer devant une personne en situation d'itinérance à Montréal et éprouver de l'empathie, se dire, ah, pauvre gars, hein, il a l'air à souffrir, et de continuer son chemin. On peut faire preuve de compassion, c'est-à-dire, on peut s'arrêter et lui dire, hey, salut, ça va? En fait, ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que je peux t'aider? Je sais pas, lui donner quelque chose, lui donner de l'argent, faire preuve de compassion. Et c'est là que tout l'édifice philosophique de Salvateur nous amène à la compassion. C'est la vertu la plus grande qualité, la vertu suprême, je pense. C'est ce qui permet ensuite à l'autre grande vertu, la justice, d'opérer dans la société. Hein, si tout le monde faisait preuve de compassion, nous vivrions dans un monde juste. Hein, si tout le monde se mettait à la place des autres, il y aurait beaucoup moins de souffrance. Être humain, bien vivre, c'est se mettre à la place des autres. Et là, il y a évidemment ici
le raisonnement. « Oh, mais attention, là, si je fais trop ça, moi, je vais devenir faible, puis là, les autres vont abuser de moi. » Ben non, justement. Faire preuve de compassion, c'est pas de se saigner pour les autres. Non, c'est pas de se mettre en position de vulnérabilité. Non, c'est se mettre à la place. C'est de faire une espèce d'exercice de changement de point de vue. C'est-à-dire, c'est criminel. Si j'avais eu la même vie que lui, si j'avais eu la malchance de grandir dans une famille dysfonctionnelle, si mon père m'avait battu, si j'avais été violé, si mes parents n'avaient pas été éduqués, et si j'avais grandi dans un quartier où l'école, les enseignants sont jamais là, sont blasés, où tout le monde se tape sur la face. Si j'avais eu cette malchance, parce que c'est une loterie, j'ai pas choisi dans quelle famille je suis né. Hein? Donc c'est une loterie, c'est un hasard. Le mérite de mes parents ne me revient pas directement. Hein? Et donc, je me mets à la place de ce criminel, je me dis, comment est-ce que je voudrais qu'on me traite? Eh bien, si on fait sincèrement cet exercice, ce qui va ressortir, c'est beaucoup plus d'humanité dans le jugement. Et le jugement, c'est pas d'excuser, parce que les criminels, ils sont responsables de leurs actes. C'est ça, être humain, c'est être responsable. Et eux doivent assumer leur liberté. Et ils seront punis, mais punis humainement. Et humainement, ça veut aussi dire, peut-être dans certains cas, leur donner une deuxième chance, du moins les aider à cheminer. Hein, c'est ça la réhabilitation. Et c'est ça la justice qui fait preuve de compassion, du moins. Et c'est très, euh, j'allais dire c'est très chrétien, mais c'est très musulman aussi, et c'est très bouddhiste, et c'est au cœur de tellement de grandes philosophies, cette idée de charité, hein, un des piliers de l'islam, c'est au cœur du message de Jésus de Nazareth, le Bouddha en parle constamment, le devoir de compassion, et donc c'est universel. Il y a peut-être quelque chose en nous, lors d'un instinct, d'une intuition qui nous pousse à reconnaître que la compassion, c'est la clé. Et c'est la clé de la belle vie, du moins, selon Salvatore. Donc, 132. Hein, c'est quoi un bon être humain? On s'était posé la question. Au chapitre 3, on n'avait pas eu de réponse. Le moment est venu de se poser une question dont nous avons trop longtemps différé la réponse. Que signifie traiter des personnes comme des personnes, c'est-à-dire humainement? Et la question, moi, qui est implicite ici, c'est ça signifie quoi être une bonne personne? Parce que c'est ça, être une bonne personne. Réponse, cela signifie essayer, parce que c'est dur, essayer de se mettre à leur place. Reconnaître son semblable implique surtout la possibilité de le comprendre de l'intérieur. C'est-à-dire, tous les humains peuvent essayer de faire cet effort de se comprendre de l'intérieur, de se mettre à la place. Voilà le cœur de l'éthique, selon Fernando Savater, et selon tellement de traditions. C'est difficile d'être contre. On n'a pas à accepter ces arguments, mais il faut au moins les comprendre. Donc, la belle vie, c'est quoi? La belle vie humaine, c'est une vie où j'assume ma liberté, où j'assume que ce que je suis, ben, j'en suis responsable. Alors, si je suis plaignant, si je suis paresseux, si j'arrive pas à trouver l'amour, si j'ai pas les bons résultats que je veux, ben, c'est en partie ma faute. Surtout à partir de l'adolescence, ça devient difficile de toujours mettre la faute sur les autres. En fait, ça devient inadmissible de blâmer les autres ou de blâmer la nature. Non, la vie humaine, c'est d'assumer ce que nous sommes et de choisir d'en faire quelque chose de bon. Ça, c'est l'argument autour de la liberté de Salvatore. Hein? Un argument qui est existentialiste, stoïcien, et qui a de fortes résonances bouddhistes, et j'irais même jusqu'à dire confucianistes. Hein? Si toutes ces philosophies vous intéressent, vous trouverez des liens. Alors, une fois que j'assume ma liberté, je veux me donner, faire des choix, donc je vais me donner ce qui me convient pour être bien, pour me donner la belle vie, parce que c'est ce que je veux, en cette thèse d'Aristote, que tous les humains recherchent le bonheur, que le bonheur, c'est le seul but qui se suffit à lui-même, et que toutes nos actions visent cet idéal. Donc, c'est ce que Salvatore appelle la belle vie. On refuse de parler de bonheur, sans doute parce que c'est un terme qui est trop connoté, mais je dois me donner ce qui me convient, je dois choisir les attitudes, les réactions, je dois choisir le mindset, c'est-à-dire la vision du monde, je dois choisir mes pensées, moi je dois être attentif. Vous allez me dire, on peut pas choisir ses pensées, mais on peut être attentif. C'est ce que Salvatore nous dit, ça c'est très très bouddhiste. Soyez attentif à vos pensées. Et quand les pensées négatives, malsaines,
morbides surgissent, reconnaissez-les et laissez-les passer, pas les alimenter. Nous sommes des êtres culturels. Nous sommes évidemment des êtres biologiques aussi, mais l'humanité, c'est culturel, c'est symbolique, c'est-à-dire que c'est du langage, de la culture, des valeurs, des normes, de l'histoire, de l'art, de la musique. C'est ça, l'humanité. Et ça se vit ensemble, en inter-étant, hein, inter-être. Se donner la belle vie, c'est la donner aux autres, dit Salvatore. Et comment on le fait? On le fait en les traitant comme des personnes. En s'assurant d'avoir assez d'argent pour être à l'aise, mais en ne cherchant pas à accumuler et à tout focaliser sur le verbe avoir, mais plutôt focaliser sur le verbe inter-être. Et donc, c'est quoi donner la belle vie? C'est faire preuve de compassion. Faire preuve de compassion. Et c'est sans doute ce qu'il faut faire envers soi-même d'abord, hein, l'autocompassion. Mais bon, tout ça, ça semble très lourd, très drabe. Ok, la belle vie, compassion, se mettre à la place des autres. Ouf, hein, moi, ce que je veux, c'est avoir du fun. Hein. Ben oui, évidemment qu'on veut du plaisir. Hein. C'est pour ça que le prochain chapitre, chapitre 8, ça tourne autour du plaisir. Parce que tout ça doit être soutenu par la joie de vivre, le rire, le plaisir. Mais le plaisir est dangereux. Le plaisir est dangereux et c'est pour ça que Salvatore nous rappelle que le plaisir est souvent entouré de tabous, hein, surtout le plaisir sexuel. On regarde encore aujourd'hui dans plusieurs cultures, plusieurs religions, le plaisir est souvent condamné ou du moins restreint. Il est sujet à plein de tabous, c'est-à-dire qu'on ne veut pas trop en parler, les parents n'osent pas trop encore parler de sexe avec leurs enfants, souvent c'est gênant alors que bon, ça devrait pas. C'est naturel, et tout le monde passe par là, ou presque. Et on a tous des organes génitaux. Hein. Et donc, la capacité d'avoir du plaisir sexuel, c'est entouré de tabous, mais c'est un plaisir tout à fait sain, rappelle Salvatore. Et c'est un plaisir dont on ne devrait pas avoir honte. Mais pourquoi donc autant de tabous, autant de culpabilité autour du plaisir sexuel? Parce que c'est un plaisir très intense, dit Salvatore, parce que c'est un plaisir aussi qui peut nous distraire. Hein? Comme tout plaisir, l'alcool, la drogue, ça peut être dangereux pour le groupe. Hein, si tout le monde se met à passer toute leur soirée, leur vie, que jouer à des jeux vidéo, boire de l'alcool, prendre de la drogue et se masturber devant de la pornographie, il y a des bonnes chances que la société s'écroule. Alors, les plaisirs sont dangereux. Et le problème, c'est que faire ça, passer son temps devant les écrans, donc jeux vidéo, pornographie et tout ça, ben, ça donne pas la belle vie si on suit les arguments de Salvatore. C'est pas épanouissant. T'as pas le sentiment que tu saisis bien ta chance. Ton unique chance de vivre et d'en profiter et d'en faire quelque chose et de justifier ta place dans l'univers. Si cette place doit être justifiée. Mais la peur du plaisir mène souvent à cette attitude culpabilisante qui est très, très nocive selon Salvatore. Hein, et qui mène beaucoup de gens à calomnier le plaisir. Calomnier, ce verbe qu'il utilise, au fond, à condamner le plaisir. Mais au fond, Salvatore nous rappelle que la belle vie sans plaisir, c'est pas une belle vie. Mais comment savoir, comment utiliser, comment bien utiliser, bien user des plaisirs et pas en abuser? Ben ça, c'est ce qu'on appelle la tempérance. C'est cette vertu, cette grande qualité de mettre le plaisir au service de la joie, comme Salvatore le dit à la page 153. La joie, c'est ce sentiment d'être vivant, d'être bien, un grand oui à la vie, comme le dit Fernando Salvatore. Et donc, on peut avoir du plaisir. Le plaisir, c'est une stimulation agréable. C'est la dopamine. On peut jouer à des jeux vidéo pendant 30 minutes et avoir du plaisir et être dans la joie, comme OK, ça me fait du bien, c'est un plaisir qui est sain, ça me détend. Puis... Mais après 6-7 heures de jeu, j'espère avant, mais disons, après 6 heures, tu peux avoir encore une certaine sensation agréable, encore de la dopamine, mais tu n'es plus dans la joie, t'es rendu blême, t'es fatigué, t'es tendu, tes neurones sont hyper stimulés. Et il y a certainement une culpabilité qui est peut-être écrasée très loin si tu as cette habitude, mais il y a quelque chose peut-être en toi qui dit « Hey, peut-être que tu es en train de passer à côté de ta vie, man. Hein? » Il n'y a pas de la joie. Donc, pour, pour rester dans la tempérance, donc pour être intelligent face au plaisir et utiliser ces sensations, ces sources de stimulation plaisantes,
pour les utiliser pour rester dans la belle vie, il faut que ça reste balisé dans la joie. Dès que la joie disparaît, même s'il y a plaisir, hein, après un deuxième pot de crème glacée, t'es plus dans la joie. Hein. C'est pas comme la joie de partager un bon cornet de crème glacée un soir d'été sur une terrasse dans la petite Italie. OK, là, wow, OK, là, on est dans la joie, et cette joie aussi est dans le bonheur de le partager avec des gens qu'on aime. Ça, c'est très beau. Mais le deuxième pot de crème glacée qu'on mange seul sur son sofa, c'était pas dans la joie, même si c'était une sensation agréable, même si c'était du plaisir. Et donc la joie, ce oui à la vie, ce sentiment que je fais ce qu'il faut, que je saisis ma chance, et aussi que je suis pas en train de nuire à la chance des autres. Le plaisir est important, mais le plaisir est dangereux aussi. Et donc, suivons Épicure et ne choisissons pas n'importe quel plaisir. Et les plaisirs que nous choisissons, assurons-nous de ne pas en être victime. Merci.